Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 l'hebdo, au sommaire de ce vendredi 24 octobre. Le mouvement démocrate des Yvelines lance un pacte d'engagement pour les élections municipales de 2020, un document destiné aux candidates et candidats qui souhaitent solliciter le soutien du mouvement. L'Office national des forêts s'engage dans le zéro phyto en abandonnant tout recours à l'usage d'herbicides, insecticides et fongicides. Nous ferons le point sur les forêts yvelinoises avec notre invité. De nombreuses actions pour l'emploi, une semaine de la parentalité au Clé-sous-Bois et un Belge victorieux du 103e Open de France. Nous reviendrons sur ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le département. Et avant de commencer cette édition, n'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche à 3h du matin, il sera donc 2h et c'est peut-être l'une des dernières fois que vous ferez ce geste de reculer les aiguilles de votre montre. En effet, en mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression de ce changement d'heure saisonnier. Suite à une consultation où 83% des participants se sont exprimés en faveur de la fin du changement d'heure, une mesure qui pourrait devenir effective en 2021, reste aux États membres de décider s'ils choisissent l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Le mouvement démocrate des Yvelines, le MoDem, organisait ce matin une réunion dans sa permanence à Versailles. Objectif, l'aide municipale de 2020 avec un pacte d'engagement. À ce jour, 3 candidats sont investis pour le parti pour les prochaines élections. Reportage d'Aurélie Ronce. Démocratie participative, développer le vivre ensemble, transition écologique et devoir d'exemplarité. Voici les principes du pacte d'engagement municipal du MoDem, un document destiné aux candidates et candidats qui souhaitent solliciter le soutien du mouvement pour le scrutin en 2020. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas aborder ces élections comme une élection nationale. Je crois que les Français et les Yvelinois ne le souhaitent pas. Ce n'est pas une élection d'étiquette, loin de là. Aujourd'hui, nous, on veut bâtir des rassemblements et porter des projets pour les communes avec des partenaires historiques et des nouveaux partenaires. Ce qu'on veut faire, surtout, c'est porter des projets citoyens dans les communes et poursuivre le maillage territorial pour le MoDem. À ce jour, dans les communes de plus de 9000 habitants, 19 chefs de file ont été désignés. Ils ont un rôle de référent du mouvement dans leur commune. Par ailleurs, 3 candidats ont été investis par le Conseil national du mouvement démocrate à Villepreux, Maisons-Laffitte et le Chénet-Rocancourt. La volonté que nous avons, c'est de porter une manière nouvelle de faire de la politique, et notamment, parce que c'est vraiment un sujet que nos concitoyens appellent de leur vœu, de porter des propositions sur la transition écologique en vrai sur cette commune, qui est une commune nouvelle, puisque nous avons fusionné avec la commune de Rocancourt. En fait, ça va être la première élection de cette commune nouvelle, et il est important, je crois, d'incarner la nouveauté. En cas de victoire, les candidats ayant signé le pacte s'engagent à exercer leur mandat selon les principes qu'ils regroupent. À partir du lundi 28 octobre, le conseil départemental du MoDem se réunira tous les mois pour statuer sur les demandes de soutien et d'investiture. Le 14 octobre dernier, l'Office national des forêts faisait entrer en vigueur sa décision de démarche zéro traitement phytopharmaceutique, rappelant dans son communiqué de presse la volonté de s'inscrire dans la transition écologique. Déjà en 2018, l'ONF abandonnait le glyphosate particulièrement contesté. Michel Béal, vous êtes le directeur de l'ONF Île-de-France-Ouest. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette décision? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'on va avoir des forêts bio, 100% bio. On utilisait très peu le glyphosate et très peu déjà depuis l'année dernière on a arrêté le glyphosate, mais les autres produits agropharmaceutiques on les utilisait très peu. Nous, dans notre région, ici dans les Yvelines, on l'utilisait plus aucun depuis de très longues années. C'était encore utilisé de temps en temps dans certaines autres régions de France pour, lorsque la forêt est fragile et qu'on a des jeunes plants, des jeunes plantations, ces plantations sont parfois envahies par des végétaux, par de la ronce, par des fougères qui risquent d'étouffer ces jeunes plants. Et donc, c'était les rares fois où on l'utilisait. Aujourd'hui, partout en France, ça ne sera plus utilisé et donc on va utiliser d'autres moyens de lutte pour faire en sorte que ces jeunes plants ne soient pas envahis par d'autres végétaux. Alors vous disiez qu'il était très peu utilisé. Effectivement, une enquête de 2017 indiquait que seulement 0,02% des territoires, des surfaces forestières publiques étaient traitées avec un herbicide. Alors, par quoi vous les remplacez ? Tout simplement par des travaux manuels et mécaniques, c'est-à-dire que
Là où la forêt est fragile, c'est quand ce sont des jeunes plants, donc il faut faire attention qu'ils ne soient pas étouffés par de l'herbe, par de la ronce, par de la fougère. Donc on va reprendre des travaux plutôt manuels, donc des forestiers, des ouvriers forestiers, avec des débroussailleuses à la main, et puis sinon entre les lignes de plants, parce que souvent ce sont des plantations plutôt rectilignes, on va pouvoir aussi passer des petits tracteurs avec des broyeurs pour passer entre les lignes de plants. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont réfléchies pour une transition écologique ? Non, aujourd'hui, voilà, on utilisait très peu, on ne l'utilise plus du tout. J'allais dire, c'est un autre domaine, mais aujourd'hui, on se rend compte aussi de plus en plus, on est sollicité pour des actions citoyennes, des actions de bénévolat ou de volontariat. Ça n'a rien à voir avec, évidemment, les produits agropharmaceutiques, mais c'est aussi sur la bonne volonté, évidemment, des bénévoles qui viennent en forêt pour travailler. Donc en ce moment, on a, depuis de longues années déjà, des opérations forêt propre. Donc on ramasse à la main grâce à des promeneurs, grâce à des associations. Et puis cette année, ici dans les Yvelines, sur le Chênay, en forêt de Fos-Repose, on a l'hiver qui vient une opération d'arrachage des plantes invasives. Ces fameuses plantes qui ne sont pas naturellement dans nos forêts. C'est des lauriers du Caucase, ça peut être d'autres végétaux invasifs. Et donc, on essaye de les éliminer, c'est un gros travail, ça peut se faire un peu mécaniquement, mais aussi des associations se mobilisent pour nous aider, pour aussi procéder à l'arrachage de ces plantes qui envahissent parfois les sous-bois. Voilà, donc c'est évidemment pas une alternative aux produits agropharmaceutiques, mais c'était l'occasion pour moi aussi de citer ces actions citoyennes, comme on les appelle. Alors justement, la collaboration avec les associations, on va y revenir. On passe à l'actualité de la semaine. Et justement, lundi, dans le 7 Journal, Grégory Canalet recevait une association, celle des Amis des Forêts de Versailles et de Fos-Repose. Ils ont transmis une lettre au préfet pour demander le classement de la forêt domaniale de Versailles de plus de 1000 hectares en forêt de protection. L'objectif étant de limiter l'urbanisation. Cette forêt est actuellement traversée par la Nationale 12, la route départementale 91, une voie ferroviaire et pourrait être touchée par l'aménagement du projet du plateau de Satori. On écoute Pierre Desnos, président de l'association. La protection empêche qu'on vienne grignoter à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais la procédure administrative est très compliquée et très longue, parce que c'est le Conseil d'État qui va valider la protection, et il n'y a que le Conseil d'État qui peut lever la protection. Donc dès l'instant où il y a un projet, il faut que le Conseil d'État donne son aval. Alors Michel Béal, l'ONF a apporté son soutien à cette démarche. Oui, nous sommes favorables. En tant que gestionnaire, on est dans une région où les forêts font l'objet de convoitises foncières. La région parisienne est chère, hein, le foncier est cher. Les forêts sont parfois le lieu de grignotage, comme vient de le rappeler Pierre Desnos, le président des Amis de la forêt de Fos-Repose et de Versailles. Et donc, le classement en forêt de protection permet de bloquer les prochains, futurs, éventuels projets routiers, autoroutiers, d'infrastructures diverses ou d'urbanisation. Et donc, c'est une protection du foncier forestier. On ne pourra pas transformer la forêt en une zone urbaine ou ferroviaire, par exemple. Justement, la forêt est aussi un lieu de loisirs, et notamment en cette période de l'année avec la cueillette des champignons. Mais attention, près de 500 cas d'intoxication liés à la consommation de mauvais champignons ont été recensés ces 2 dernières semaines. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Alors pour faire sa cueillette en toute sécurité, l'association des naturalistes des Yvelines propose des balades encadrées. Reportage en forêt de Marly. C'est un cortinaire. Du coup, il n'est pas comestible. Avec son panier et ses bottes en caoutchouc, Eva est venue accompagnée de sa maman et ses cousines pour apprendre à reconnaître les champignons. Regarde comme c'est fin ça. Et regarde le pied aussi. Aucune méprise possible, le groupe d'une vingtaine de personnes est encadré par 2 experts passionnés de mycologie, membres de l'association des naturalistes des Yvelines, qui propose cette sortie avec l'Office du tourisme. La première question, en général, c'est savoir si c'est bon ou pas bon.
Mais ce qui est important, avant cela, bien sûr, c'est de reconnaître les champignons, puisque tous ces champignons ont des sosies. La famille va faire attention car elle est venue avec un objectif bien précis. Ceux qui sont comestibles, ce soir on fait une omelette avec mes cousines et ma maman. Pour cela, Karine a son astuce, elle prend en photo les champignons pour s'assurer de bien les reconnaître. Champignons roulés, c'est ça? Enroulés. Bon, on va demander au monsieur enroulé, mortel. Bon, on va mettre. Il y a un mortel là. C'est original parce qu'on a peu l'occasion de faire ça avec des experts et généralement on n'ose pas cueillir parce qu'on ne sait pas trop si c'est toxique ou pas. L'omelette en champignons va pouvoir se faire. Eva trouve le tout premier cep de Bordeaux de la balade. On déterre bien le champignon, bon, bien le déterminer. Par contre, là, on peut enlever la terre pour éviter de mettre de la terre dans le panier. Donc, il faut avoir un petit couteau et tu nettoies un peu la base. À condition cependant de ne pas les confondre. Oh, regardez les filles! Eh ben non, c'était une feuille. Je me suis fait avoir. Presque 2 heures de balade en forêt de Marly pour amener des paniers bien remplis. Dernier coup d'œil de l'expert avant de partir. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Vérifier ces champignons avant de les transformer en omelette ou en fricassé, un réflexe à ne pas manquer. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance suite à de nombreux cas d'intoxication ces dernières semaines. Alors les champignons, il faut faire attention à l'espèce qu'on récolte, mais aussi au nombre. Oui, bien sûr. Cette année, c'est plutôt une année plutôt importante. Il y a beaucoup de champignons en forêt, peut-être après un sol plutôt chaud et puis une pluie qui est venue assez abondante. Oui, la cueillette, il faut qu'elle soit modérée. Elle est tolérée, évidemment, la cueillette dans les forêts domaniales, mais pour sa seule consommation personnelle. Donc plusieurs paniers ou des grands sacs, c'est anormal et si c'est pour faire du commerce à la suite, c'est interdit. Alors, autre activité, la chasse. Ici aussi, on est en pleine saison et là aussi, il y a une législation qui est stricte et qui varie selon les espèces. Oui, elle varie parce qu'il y a des espèces qui sont soumises à des plans de chasse, il y a des espèces qui sont déclarées nuisibles parce que trop abondantes. Donc les deux exemples dans les grands animaux que l'on retrouve dans les Yvelines, c'est le cerf, c'est le chevreuil et le sanglier. Le sanglier est très abondant, il est classé nuisible dans le département des Yvelines comme dans bien d'autres départements, et il est particulièrement abondant. Au niveau de la France, c'est peut-être ça a été multiplié par 25 le nombre d'animaux qui sont tués chaque année, des sangliers tués parce qu'on n'a pas d'autre choix. Dans nos régions, on n'a pas les prédateurs, on n'a pas de loups, on n'a pas de lynx, on n'a pas d'ours évidemment, et donc la seule possibilité pour réguler, c'est par la chasse, par des chasseurs. Et donc, on a besoin d'eux et on a besoin de cette régulation pour que les forêts soient en équilibre parce qu'une forêt ne peut pas accueillir trop d'animaux parce qu'après, il y a des dégâts. Il y a des dégâts à la forêt elle-même et surtout, quand c'est du sanglier, c'est des dégâts aux cultures voisines, dans les cultures agricoles voisines et le risque de collision avec des voitures quand les animaux traversent des routes. Alors justement, ces dégâts, ils ont lieu en octobre. Ils ont ravagé certains terrains, notamment sur les communes de Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy et Plaisir. Le préfet a même autorisé que le lieutenant de louveterie accomplisse des tirs de nuit. Alors à ça s'opposent les défenseurs des animaux. Et sur cette question des sangliers, une pétition tourne sur Internet depuis début octobre. Elle a recueilli plus de 48 000 signatures. Comment on fait pour concilier ces deux parties ? Pas simple, effectivement, mais je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Beaucoup pensent que les forêts sont peu giboyeuses parce que les promeneurs sont d'abord des urbains qui viennent en forêt mais ne connaissent pas la nature, son équilibre, la présence de cerfs, de chevreuils. Ce sont des animaux qui sont farouches, qui sont furtifs. On ne les voit pas quand on est promeneur simplement pour faire un petit jogging ou pour marcher avec des enfants. Et pourtant, ils sont bien là. Il leur suffit de peu de choses, d'un roncier, d'un tas de ronces pour se cacher. Et donc, il faut communiquer, je pense, c'est la première des choses. Donc, c'est important de le dire. Plus qu'il n'y a jamais eu en France, plus qu'il n'y a jamais eu, le nombre d'animaux, de grands animaux, des cerfs, des chevreuils et des sangliers a jamais été aussi important.
Donc c'est faux que de dire qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y en a pas assez. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. L'ONF a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec la Fédération des chasseurs des Yvelines et des autres départements de l'Île-de-France pour constater et partager un constat commun, que ce soit les massifs de Rambouillet, du secteur de Versailles, la forêt de Port-Royal, de Bois d'Arcy, de Marly, la forêt de Saint-Germain un peu plus au nord, toutes sont en excès de ces grands animaux-là. L'ONF souhaite garder ces forêts giboyeuses. Le cerf, c'est un animal endémique, c'est normal qu'il soit là, notamment à Rambouillet. Le chevreuil également, le sanglier aussi. Mais aujourd'hui, il y a une telle abondance qu'il faut baisser les populations. L'ONF le fait sur les forêts domaniales par le biais de chasses qui sont organisées, planifiées, contrôlées par l'ONF nous-mêmes. En dehors de la partie forêt domaniale, ce sont des refuges privés, des forêts privées. Donc là, nous n'intervenons pas. C'est effectivement des propriétaires eux-mêmes qui le font, ou dans des zones qui sont non chassées, le préfet qui décide, par le biais des lieutenants de louveterie, de réguler ces animaux dans les zones non chassées, comme on a autour de Versailles. Il y en a quelques-unes à côté des forêts domaniales. Donc tout cela est bien régulé. Merci. Michel Péréal d'être venu sur notre plateau. On arrive à la fin de cet entretien. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Office national des forêts d'Île-de-France-Ouest. On ouvre une page emploi à présent. Pour sa 5e édition du Forum emploi des jeunes, la CFDT a choisi TRAP. Toute la journée, des jeunes ont pu rencontrer des recruteurs et déposer leur CV. Nouveauté cette année, une ouverture sur l'apprentissage et l'alternance. Théo est étudiant en communication. Il recherche une alternance. Le stylo à éviter. C'est bien de parler avec les mains, mais c'est bizarre aussi. C'est-à-dire que ça attire l'attention, je trouve, moi. Pour mettre toutes les chances de son côté, il participe à un coaching personnalisé pour perfectionner ses candidatures. C'est très intéressant en fait d'avoir un avis de quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va pouvoir juger de votre performance de manière extrêmement objective en fait. Souvent, les personnes que je vois sont trop modestes. Ils ne mettent pas en avant leurs qualités. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. On zappe toutes les qualités. Après son coaching, chaque participant peut faire le tour de la 40aine de stands qui composent le forum de l'apprentissage organisé par la CFDT. Pour cette 5e édition, le syndicat a choisi TRAP. Notre objectif était vraiment de mettre en relation les jeunes des quartiers, alors pas forcément défavorisés, mais où il y avait une certaine discrimination et un fort taux de chômage, pour leur ouvrir notre réseau et leur faire avoir un emploi, un stage, une alternance. C'est pas vraiment qu'on envoie un CV en ligne et par exemple on n'aura pas de réponse. En fait, on est devant la personne tout de suite et après on donne notre CV, donc du coup c'est plus instantané. L'événement en partenariat avec Pôle emploi convoque plusieurs acteurs de l'emploi, des entreprises qui recrutent, mais aussi des associations comme Maprodema. Elle propose de découvrir les métiers de l'agroéquipement. On estime qu'il nous manque à peu près 6 000 emplois qui restent non pourvus chaque année. Et en général, nous, par exemple, un jeune qui est en formation dans les formations agroéquipement, à la fin, il a entre 2 et 3 offres minimum d'emploi, hors CDI bien sûr. Lors de la dernière édition du Forum à Nanterre, 250 personnes avaient trouvé un emploi. Pour la 3e édition de la semaine de la parentalité, plusieurs ateliers étaient organisés au Clé-sous-Bois. Parmi eux, un atelier de massage pour bébé à l'espace Jacqueline Auriol. Manon Varaldo a assisté à ce moment de douceur. On enlève les tensions. Angelo semble plus détendu et cela grâce au massage. Sa mère Catherine est venue assister à cet atelier dirigé sous les conseils de Séverine. On lui montre qu'on se prépare, on se réchauffe les mains. Petite pression sur les pieds, massage papillon pour les jambes, la mère de famille apprend les bons gestes pour un massage relaxant. Il ne faut jamais lâcher le contact avec son bébé lors du massage. L'enfant doit toujours vous sentir. Vous pouvez placer vos pouces au niveau du front et vous lissez. 1, 2, 3 petits jets et on lisse les sourcils. Ils n'ont pas de cerne. Ces massages stimulent le développement sensoriel. Il est conseillé de les faire sur le lit parental et d'instaurer un rituel, lumière tamisée et musique calme en fond. C'est un massage bien-être, pas un massage thérapeutique et c'est surtout un moment privilégié entre l'enfant et son parent.
Des massages au visage sont également appris lors de l'atelier. Ils peuvent soulager notamment la poussée des dents des tout-petits. La mère d'Angelo profite de ce moment de partage avec son fils. C'est pour créer un lien et que ça permet de se détendre, passer un moment privilégié ensemble et faire une petite parenthèse dans la vie du quotidien. Ça me donne encore plus envie de poursuivre dans ce sens-là et puis d'apprendre des nouveaux gestes pour masser mon bébé. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien, donc c'est que du bonheur. Un moment de douceur entre parents et enfants qui se reproduira à domicile. Après Génération Lully, le CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles, a lancé le 17 octobre dernier son nouveau projet, La Fontaine en Seine. Un projet d'une durée de 2 ans auquel les villes de Trappes et de La Verrière sont associées. Ce projet intergénérationnel et interculturel a pour objectif notamment de faire découvrir et interpréter aux habitants des villes l'univers de Jean de La Fontaine, dont on fêtera d'ailleurs le 400e anniversaire de la naissance en 2021. On a choisi La Fontaine, qui n'est pas un musicien, parce que ça nous semblait très intéressant de travailler le texte, la musicalité de la poésie. On sait que la langue française, la musique française, le chant français, c'est d'abord un travail sur le parler, sur le texte, sur la clarté et la déclamation. C'est un thème, un sujet qui se prête à des multiples interprétations et réinterprétations, puisque un des axes aussi du projet, c'est de réécrire des fables contemporaines avec notre langage d'aujourd'hui, nos préoccupations d'aujourd'hui, sachant que l'homme reste l'homme à travers les siècles, il est toujours le même, mais les formes changent et peuvent se nourrir les unes des autres. Et justement, nous vous proposons de revenir sur le projet initiateur Génération Lully. C'est votre rubrique Ça s'est passé. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. J'ai parlé de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi ? Un riche bourgeois qui veut devenir un noble, une source de moquerie pour Molière lorsqu'il a écrit Le bourgeois gentilhomme. Ici, monsieur Jourdain et les différents personnages sont joués par des lycéens de Trappes. Une découverte de l'importance du costume. Les costumes, j'ai fait que 100. Après, quand on m'a donné les costumes, c'est sûr que ça m'a mis plus à l'aise par rapport au personnage. Ouais, ça aide, tu te sens mieux, t'as la perruque, tu te dis là, t'es vraiment dans le personnage et tout. Ils ont préparé plusieurs scènes extraites de Bourgeois gentilhomme. Et l'exercice étant de le répéter une fois sans costume, donc comme dans le cadre d'une répétition, et une fois avec les costumes, donc des costumes là, des costumes traditionnels, des costumes historiques, et de voir tout ce que ça apportait, à la fois pour le public, donc pour ceux qui observaient la répétition, et pour les acteurs. Mis en place par le Centre de musique baroque de Versailles, cet atelier s'inscrit dans le projet Génération Lully. Une 50aine d'élèves ont pu se familiariser avec l'univers de la comédie. Il y a eu beaucoup d'intérêt, surtout pour les costumes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ce sont quand même des costumes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ni de toucher, ni de manipuler, et surtout pas d'enfiler. Et donc ils ont été effectivement très surpris et je pense touchés, parce que ça fait partie d'un certain patrimoine. Dans le cadre de Génération Lully, près de 1000 trappistes sont invités à participer à ce type de découverte, une action éducative, artistique et culturelle qui va durer jusqu'en 2018. Le 103e Open de France de golf s'est achevé dimanche dernier sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Michael Elmidero et Patrick Jacques de Dixmude vous font revivre les 4 jours de compétition. Dernier jour de compétition de cette Open de France 2019 ce dimanche 20 octobre. Nicolas Colsertz dispose de 3 coups d'avance avant d'aborder le dernier tour. Le golfeur reste le favori du public. C'est un franco-belge, c'est peut-être Nico Colsertz. On verra, il a du mal. Mais tout le monde a du mal aujourd'hui. Des pronostics qui se sont avérés justes. Nicolas Colsertz remporte au trou numéro 18 cette édition 2019, son premier titre depuis 7 ans. Le golfeur termine 12 coups sous le par avec un coup d'avance. C'est sympa de faire ça chez vous. En conférence de presse, le franco-belge de 36 ans vit ce moment avec sa famille via son téléphone. Hey Doudou, viens faire quelque chose. Ouais!
C'est énormément de joie. Voilà, moi ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Comme je l'ai déjà dit souvent, le fait de gagner chez vous c'est génial. J'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français. De leur côté, les Français n'ont une fois de plus pas réussi à dompter ce parcours de l'Albatros. Les chefs de file de la délégation française Victor Pérez et Benjamin Hébert terminent 16e. C'est un parcours que je connais bien, qui me résiste souvent. Donc cette année, je suis content parce que j'ai quand même réussi à faire une bonne semaine. On les attend évidemment toujours encore plus haut dans le leaderboard, mais indéniablement c'est une bonne année pour le golf français sur le European Tour avec Victor Pérez qui est à la tête là, du camp français actuellement, talonné par Benjamin Hébert. On n'oublie pas également les jeunes pousses comme Romain Langasque ou encore Michael Lorenzo Vera. 703e édition de l'Open de France de golf s'achève ici sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine du 2 au 5 juillet à 2020. Et c'est la fin de cette édition. On se quitte avec des images de l'exposition L'étoffe de ma garde-robe à découvrir au musée de la Toile de Jouy jusqu'au 23 février. Le reportage complet est à retrouver sur notre site internet. Retour de votre actualité locale lundi avec le 7-8 journal. Bon week-end sur TV78.